la base de l'Académie d'Aix-Marseille que je préside. Ils ont accepté immédiatement et c'est pour cette raison que nous sommes là ce soir. Il faut savoir que nous sommes inscrits, on va voir jusqu'à quelle heure tout le monde sera présent, mais nous sommes ce soir plus de 300 personnes, 350 et quelques exactement. Ça n'a pas été facile. Alors Serge, je me permets, on a souvent des coupures de son. Est-ce que ça va mieux là? Oui. Donc, je me rééloigne un petit peu. Donc, je disais, j'espère que ce soir, vous allez être bienveillants avec nous aussi, parce que animer une réunion de 300, 350, 400 personnes, c'est différent que d'animer un petit groupe de 30 à 40 personnes. Quoi qu'il en soit, nous sommes enchantés de vous avoir et nous allons essayer tant que peu cette information. Je passe la parole à qui veut bien la prendre. Odile, Madame la Présidente de la phobie scolaire. Alexandre Poirier, qui est le co-auteur, qui est chercheur universitaire et qui est également co-auteur d'un livre sur la phobie scolaire, la détecter, la combattre et l'apprivoiser. Odile, à toi, honneur aux dames. Ouais. Bonjour, merci à tous d'être aussi nombreux. Merci à Serge et à toute l'équipe de l'Appel pour cette invitation. Donc, je suis Odile Mandagaran, je suis la présidente de l'association Phobie scolaire. J'ai rejoint l'association en 2016, alors que ma fille plongeait en pleine phobie scolaire, une phobie scolaire qui a duré 4 ans. Une phobie scolaire qui a été compliquée, mais aujourd'hui elle va bien et c'est la raison pour laquelle que j'ai choisi de m'engager. Voilà, c'est redonner ce que l'association m'a apporté au départ et l'apporter moi-même à tous les parents concernés. À moi de me présenter, je suppose. Bien, bonsoir à tous. Merci de l'occasion qui nous est donnée de parler de tout ceci. Donc, quant à moi, je suis doublement concerné, entre guillemets, puisque je suis à la fois le papa d'une jeune fille, Capucine, qui, dans des années à peu près identiques à celles de la fille d'Odile, a connu la phobie scolaire pendant 4-5 ans. Ma fille, donc, qui s'appelle Capucine, et moi sommes l'auteur d'un livre que nous avons écrit à 4 mains pour, en gros, à la fois présenter son expérience et essayer de dire des choses qui informent un public le plus large possible de ce qu'est la phobie scolaire, avec cette idée qu'on partage, Odile et moi, qu'il faut faire connaître cette difficulté, ce trouble, de manière à ce qu'il paraisse à la fois moins étrange, qu'il soit pris en charge par qui de droit, et notamment, pourquoi pas, par l'école. Ça, c'est ma première casquette. Et ma deuxième casquette, elle est celle d'être enseignant-chercheur, maître de conférence à l'université de Créteil, où je forme des enseignants spécialisés et donc où j'ai notamment pour casquette la question de l'école inclusive. Et donc, évidemment, ça m'intéresse à double titre de réfléchir à tous ces obstacles que l'on rencontre à cette question du développement d'une école inclusive, donc des enfants qui quittent l'école parce qu'ils y sont trop malheureux. Pour dire ça de manière très, très réduite, c'est une problématique aussi de l'école inclusive. Voilà. Je vais juste dire 2 mots sur l'association. Donc, l'association Phobie scolaire est une association nationale. Elle a été créée en 2008 par des parents concernés. Donc, on a un fonctionnement par réseau de correspondants régionaux qui sont au plus près des parents dans le département ou leur région. Et nos axes majeurs, c'est donc le support aux parents et la sensibilisation, comme disait Alexandre, à la phobie scolaire et à la formation qui nous paraît essentielle, alors qu'aujourd'hui, on note une augmentation incroyable des cas de phobie scolaire. Odile et Alexandre, qu'est-ce que la phobie scolaire? Alexandre, c'est moi? Vas-y.
Alors, on a un numéro de duettiste à peu près coordonné. Et en général, c'est toi qui commences et ensuite, je précise en fonction de l'histoire de Capucine, mais on peut faire autrement. Je peux présenter l'histoire de Capucine et tu renchéris. C'est comme tu veux, Odile. Ouais, on va faire comme d'habitude. Alors, donc, la phobie scolaire, je dirais que c'est une angoisse massive qui survient à la simple idée d'aller en cours à l'école, au collège, au lycée. Et elle se manifeste typiquement au moment du départ de la maison ou alors la veille. La veille d'une rentrée, le dimanche soir. Et elle se traduit donc par une crise de panique qui ne s'estompe que lorsque l'enfant est sûr qu'il n'aura pas à aller à l'école. Alors, ce n'est pas un problème récent, hein, c'est souvent une question que l'on nous pose, puisque la phobie scolaire est étudiée depuis le 19e siècle, depuis que l'école est devenue obligatoire en 1882. Donc, rien de nouveau à ce jour. Je dirais qu'elle survient brutalement. Souvent, en tant que parent ou même en tant qu'enseignant, on la voit pas venir. C'est vraiment le symptôme de quelque chose qui ne va pas. On parle souvent de parties émergées de l'iceberg, c'est-à-dire qu'il faut creuser pour en trouver la cause. Et la phobie scolaire est multifactorielle. Donc, ne pas la confondre avec l'école buissonnière, qui se distingue en fait, par un caractère caché. La phobie scolaire, elle, est le synonyme d'une souffrance de l'enfant. Donc, il est important de ne pas faire l'amalgame. Et on a l'habitude de dire dans l'association que ces enfants veulent aller à l'école, mais ne peuvent pas. Et, je crois que c'est quelque chose de très, très important, cette volonté qu'ils ont chaque lundi matin, à chaque rentrée, de reprendre les cours. Mais malheureusement, ils sont dans l'impossibilité totale de... Je saisis la balle au bon pour illustrer un peu et au gré de l'expérience de ma fille Capucine et notamment sur une double idée, à savoir que les parents ne constatent pas tout de suite les difficultés qui arrivent à leur enfant, et pour autant, pour les enfants, il y a quelque chose d'extrêmement brutal dans le déclenchement de cette crise, en fait, mais qu'ils vont souvent s'ingénier à cacher à leurs parents ou à maquiller en autre chose. En ce qui concerne Capucine, on s'aperçoit rétrospectivement, c'est-à-dire quand tout est terminé, de signes avant-coureurs qu'on n'a pas su regarder correctement. C'est-à-dire que Capucine, les choses se sont déclarées en phase aiguë alors qu'elle était au lycée, en seconde, et un beau matin, elle a dit bah, « Ok, moi, je ne retourne pas au lycée, c'est pas possible. » Mais a posteriori, on a compris que dès le collège, elle avait été très embêtée avec l'école au travers de manifestations qui semblaient relativement anodines, inquiétude au moment des évaluations, des somatisations diverses et variées, mais d'intensité plutôt basse, un mot de ventre. Effectivement, un truc très, très connu de tous les parents, c'est les angoisses du dimanche soir. Bon, mais à la limite, on se disait que nous aussi, on avait connu ça quand on était élève et que finalement, ne pas avoir envie d'aller au collège le lendemain matin, c'est à peu près ordinaire. Sauf qu'elle le vivait sur un mode un peu plus aigu que ce que nous, ça nous apparaissait, donc on est passé à côté. Donc là, il y a vraiment un enjeu assez important, et c'est pour ça qu'il faut parler de cette difficulté-là, c'est qu'on peut tout à fait recouvrir sous tout un tas d'explications un peu factices et faciles, ce qui est en fait le déclenchement d'un trouble extrêmement sérieux et sévère. Et en général, la première explication qu'on trouve, en tout cas pour nos enfants, Odile et moi, ça a pu fonctionner, c'est l'idée de la crise d'adolescence. Quand la phobie scolaire survient alors qu'ils sont d'âge collège ou début du lycée, on peut se dire voilà, qu'ils ont trouvé un moyen d'enquiquiner leurs parents, de faire vivre une crise à peu près classique et que ça passera. Ben, en fait, parfois, la crise d'adolescence vient masquer des choses bien plus graves. Et puis, il y a une deuxième forme de causalité qu'on a à l'esprit assez souvent, c'est l'idée que il ne veut pas, en fait, qu'il n'est pas fait pour les études, qu'il n'a pas envie, qu'il est paresseux, que donc il faudrait le forcer, le contraindre, et ce genre de considérations-là qui viennent à tous les parents, moi le premier par ailleurs, j'ai été traversé par ça, ça empêche de penser la réalité du trouble en fait.
Parce qu'effectivement, il ne s'agit pas d'école buissonnière. Il ne s'agit pas d'un enfant qui décide de sécher parce qu'il n'a pas de goût. C'est un enfant qui ne peut pas. Je crois que ça, c'est vachement important de retenir cette idée-là. C'est le vouloir demeure, le pouvoir, lui, disparaît et est remplacé par des crises aiguës qui vont jusqu'aux crises de panique à l'entrée du collège ou de l'école, qui sont extrêmement violentes. Et la phobie scolaire touche les bons élèves. C'est aussi un petit peu compliqué de mesurer ce qui se passe, et on met souvent ça sur la crise de l'adolescence parce que ces enfants-là ont envie d'aller à l'école, ils sont plutôt investis, et du jour au lendemain, voilà, ils ne peuvent plus y aller. Donc, souvent, les parents nous disent « mais je ne comprends pas, c'est un ou une bonne élève, et du jour au lendemain, elle ne veut plus y aller, les résultats chutent ». Donc ça, ce sont aussi des signes à prendre en compte. Et c'est en ça qu'il faut distinguer la phobie scolaire du décrochage, qui ne concerne pas les mêmes populations d'élèves, quoique le résultat à terme soit souvent le même, hein, ils ne fréquentent plus l'établissement scolaire. Les décrocheurs sont souvent des élèves qui ont une carrière scolaire difficile depuis le début, hein, ils sont doublés un CP, ils sont en difficulté avec des apprentissages fondamentaux, ils sont peu soutenus par la famille, etc. Puis ils décrochent pour investir autre chose. Tandis que les enfants phobie scolaires sont des enfants qui ont des parcours parfois tout à fait brillants ou ordinaires. Voilà, Capucine était une bonne élève, voire parfois même une très bonne élève, ce qui rend que plus étrange pour les parents le moment du dégoût, en fait, hein, parce que les choses finissent par s'exprimer du côté du dégoût. Et là, on ne comprend pas bien comment les choses est apparues, en fait. Ouais. Tout à l'heure, je disais que la phobie scolaire était multifactorielle. Alors, effectivement, on a plusieurs profils d'enfants qui apparaissent. La première étude française menée par le docteur Leila Benoît a montré que le harcèlement est la cause majeure de la phobie scolaire. Un enfant sur 2 en phobie scolaire a subi du harcèlement. Alors, sur le moment ou bien dans les années qui précèdent sa phobie scolaire, on voit des enfants qui souffrent de troubles anxieux sévères, de plus en plus d'enfants qui souffrent d'angoisse de performance. Et également, on retrouve beaucoup d'enfants ou de jeunes qui souffrent de troubles neurodéveloppementaux, alors soit non diagnostiqués, ou pour qui les aménagements qui leur seraient nécessaires ne sont pas mis en place. On trouve aussi des enfants qui ont subi ou traversé des événements graves dans leur famille, des décès, maladie d'un proche, divorce. Et toutes ces raisons peuvent également être des éléments déclencheurs. Et on voit bien que ce côté plurifactoriel, multifactoriel, rend difficile la détection et aussi la prise en charge. Puisqu'on en est à réfléchir sur les causes, là, moi, il y a une grande question qui m'a agité en tant que papa et qui m'agite maintenant en tant que chercheur concentré sur la question scolaire, c'est la part de responsabilité de l'école dans le déclenchement, en fait. Parce que c'est une vraie question, hein. Est-ce que il y a une expression d'un proviseur d'établissement qui s'emparait de la phobie scolaire et qui disait la phobie scolaire, c'est la maladie nosocomiale de l'école, de même que certaines infections ne sont contractées qu'à l'hôpital quand on y est soigné et qu'on est encore plus malade. L'expression est réellement sévère et elle laisse entendre une responsabilité pleine et entière de l'école. Alors moi, je ne veux pas botter en touche, je vais prendre parti en disant que oui, l'école a une responsabilité forte, mais ce n'est pas une responsabilité pleine et entière. Ce n'est pas l'école qui déclenche une phobie scolaire. La phobie apparaît sur un terreau qui est déjà là, où l'enfant est nourri de crises diverses et variées. Odile en a cité quelques exemples, hein. Capucine, elle souffrait d'une double scoliose du dos qui la déformait progressivement, qui donc avait attaqué son image d'elle-même et son sentiment d'être une adolescente, je ne sais pas, elle était honteuse, hein, tout simplement, donc fréquenter l'école c'était compliqué. D'autres enfants connaissent des choses très très différentes. Il faut pas réduire le champ des possibles en cherchant une cause unique. Mais ça ne doit pas non plus nous empêcher de réfléchir à la responsabilité de l'école. Je suppose qu'il y aura des questions à se poser à la fin de tout ça là ensemble, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs de l'école qui nous écoutent, j'ai l'impression. Mais effectivement, il faudrait réfléchir à la dimension de pression que l'école fait peser sur les enfants, l'école n'étant ici que le reflet de la société dans son ensemble.
Donc, dans quelle mesure on pourrait faire de cette école française une école moins stressante? Dans quelle mesure on peut essayer de combiner des ambitions d'apprentissage élevées pour les enfants et justement moins de stress? Là, il y a un enjeu de société. Et puis, tu disais qu'il y avait beaucoup d'enfants qui avaient des troubles neurodéveloppementaux qui deviennent des enfants en phobie scolaire. Euh, je crois que là aussi, il faut faire attention. Je ne pense pas que ce soit le TND qui en lui-même déclenche la phobie scolaire, mais c'est plutôt, à mon sens, un vécu scolaire d'inadaptation à l'enfant qui, du coup, lui rend l'expérience scolaire plus difficile et peut-être il répond à cette expérience scolaire difficile par un trouble anxieux qui manifeste cette inadaptation du milieu dans lequel il vit. Donc, on entend hein, que c'est quand même une question extrêmement complexe hein, de savoir d'où ça vient, qui est responsable et du coup qui agit, et qu'il faut éviter les réductionnismes en fait. Oui, ce que l'on voit sur le terrain, hein, on gère un groupe Facebook qui intègre plus de 13 000 familles maintenant. Et on voit les choses évoluer. Et effectivement, bon, la crise sanitaire hein, a été un déclencheur de l'augmentation de la phobie scolaire. Mais également, ce que l'on note, c'est que depuis... tu parlais de pression, Alexandre, depuis la mise en place du contrôle continu au lycée, on a de plus en plus de jeunes qui décrochent, entre guillemets, à ce moment-là, alors qu'avant, vraiment, le pic était au collège. C'est toujours très important au collège, mais maintenant, on a l'impression que voilà, le lycée devient également très compliqué, il y a une pression énorme, et cela va au-delà. Le post-bac, commence aussi à poser des problèmes et on note bien cette pression qui est mise à la fois sur les enseignants, hein, sur les parents, sur les enfants. Enfin, tout ça crée un espèce de microcosme assez explosif. Je pense qu'effectivement, il n'y a pas une responsabilité. Mais, Du coup, en regardant les questions, je m'aperçois qu'on a oublié de dire quelque chose qui est peut-être important, c'est les âges d'apparition de la phobie scolaire. Alors, en fait, c'est une question qui n'est pas simple parce que, comme Odile vient de le dire, on commence à rencontrer des cas de phobie scolaire à peu près tous les âges, même s'il était classiquement admis que c'est dans des moments un peu de césure que la phobie scolaire apparaissait, c'est-à-dire par exemple l'entrée à l'école ou l'entrée au CP, l'entrée au collège ou l'entrée au lycée, c'est-à-dire les grands moments de déstabilisation à la fois cognitive et psycho-affective. Hein. L'enfant change d'environnement, l'enfant doit changer de type de fonctionnement scolaire, et ce qui peut être la cause d'un surcroît d'angoisse quand celle-ci est déjà un peu là ou moyennement installée. Donc ça, c'est important aujourd'hui de considérer qu'effectivement, même à l'université, on commence à en avoir des cas. Moi, je travaille à l'université. On sait les taux absolument catastrophiques d'échecs en licence, par exemple. Hein, plus d'un étudiant de licence sur deux ne termine pas son année. Et on pourrait commencer à réfléchir en termes épidémiologiques aux raisons de cet échec et aux manifestations de celle-ci et aux somatisations qui l'accompagnent. Parce qu'on serait sans doute surpris ou pas tellement surpris d'entendre qu'ils ont parfois des choses tout aussi similaires aux troubles anxieux scolaires tels que nous l'avons rencontré chez nos enfants. Est-ce que l'adolescence favorise la phobie scolaire? Enfin, c'est un âge critique, hein, c'est de toute manière. Enfin, là, je vais dire des choses que chacun sait, mais c'est un âge de transition entre deux identités. C'est un passage. Le passage adolescent, il est quand même très souvent heurté. Il vient fragiliser l'enfant dans l'image qu'il a de lui-même. Alors, pour peu qu'à l'école, il y ait un peu de harcèlement, il y ait quelques profs pas très bien intentionnés, parce que malheureusement, ça existe, qu'il y ait des discours du type « Ouh là là, il faut se mettre à bosser parce que dans 3 ans, tu as le brevet, dans 6 ans, tu as le lycée, et dans 7 ans, tu as Parcoursup, et alors, et comment tu vas faire ?» Bon, bah oui, la fragilité adolescente fait que c'est une époque propice pour le déclenchement de tout un tas de trucs, dont la phobie scolaire, oui. Est-ce qu'on a une idée du nombre d'enfants touchés? Alors, c'est assez difficile de donner un chiffre. Hein. Effectivement, on n'a pas vraiment d'études en France qui peuvent nous donner des chiffres satisfaisants. On avance souvent 3 à 5% d'enfants et de jeunes qui sont touchés par des formes graves. Ces pourcentages sont remontés par les psychiatres, pédopsychiatres qui reçoivent ces enfants. On se base souvent sur une étude américaine
qui annonce 28% d'enfants seraient touchés par la phobie scolaire au cours de leur scolarité, alors dans des formes plus ou moins longues, plus ou moins graves, mais ce serait, oui, un enfant sur 4 qui éprouverait des difficultés pour aller en cours à un moment donné. Alexandre, Non, sur les chiffres, moi, je ne les ai pas, mais ce que j'entends, c'est que c'est une préoccupation qu'il y a encore quelques années, quand moi, j'ai commencé ma carrière en étant enseignant au collège. Ça remonte à 15 ans, ma fréquentation du collège en tant que prof. On n'avait strictement aucune idée de l'existence d'enfants en phobie scolaire. Aujourd'hui, il y a quand même la popularisation de cette notion-là. Il y a quand même beaucoup d'émissions depuis le confinement notamment. Beaucoup de médias se sont emparés de la question. Donc, plus on en parle, plus on est capable d'identifier, de repérer des symptômes, et plus on aura l'association qu'il y en a beaucoup. Donc, c'est difficile d'avoir un point de vue qui soit objectif et juste. De manière certaine, il n'y a pas d'établissement scolaire où il n'y a pas d'enfants qui souffrent de ça. C'est une certitude. Donc, toute la communauté éducative est concernée. Tous les chefs d'établissement devraient commencer à se dire qu'il faut briefer les équipes, qu'il faut les former, qu'il faut y réfléchir, qu'il ne s'agit pas d'attendre que le déclenchement d'un cas qui, hypothétiquement, va nous arriver un jour, et dans l'espoir que ça ne nous arrive jamais. C'est déjà là, en fait. C'est comme ça qu'il faut l'entendre. La phobie scolaire est déjà dans chacun des établissements, et la plupart du temps, elle est masquée. Donc là, il faut commencer à se demander quel est le profil de ces élèves qui ne viennent plus, sur qui il faut faire une grande pression pour qu'ils soient là, et on peut commencer à suspecter qu'il n'y a pas que de la mauvaise volonté de leur part. Certains chefs d'établissement viennent vers nous et nous disent qu'ils ont entre 1 à 2 enfants dans chaque classe qui sont justement, comme tu disais Alexandre, là, pas là, en souffrance, donc, et qui sont terriblement démunis. Et dans l'association, on accueille en moyenne une centaine de familles par semaine, ce qui est énorme. On était 2000 membres en 2018. Aujourd'hui, on est quasiment 13 000. Donc, est-ce que la raison est qu'on est de plus en plus connu ou qu'il y ait de plus en plus de scolaires? Je pense qu'il y a un petit peu des deux. Il y a des deux, oui. En tout cas, les pédopsychiatres s'accordent à dire que c'est vraiment une urgence thérapeutique. Les gamins sont en grande souffrance. Et en parlant d'urgence thérapeutique, c'est vrai qu'il faut apprendre à repérer les symptômes les plus criants. Alors, parce que les symptômes à bas bruit, par définition, on ne les voit pas bien, mais il y a ceux qu'il faut savoir repérer en se disant que là, il y a un truc qui ne va pas. Et le symptôme le plus courant, c'est la crise de panique, en fait. Donc là, il faut imaginer que ce sont des enfants qui peuvent faire des crises de tétanie devant le lycée ou devant le collège, bloqués à l'entrée. Ils deviennent blancs comme des linges, ils font des malaises vagos, ils pleurent de manière complètement paniquée, et puis si vous les éloignez de 200 mètres, la crise s'estompe. Et alors là, on se dit, mais c'est quoi ce grand cinéma que tu m'as fait? En fait, non, ce n'est pas du cinéma. Alors, pour peu que ces enfants entrent au collège, ou dans l'établissement, dans le collège ou lycée, peu importe, on va les reconnaître au fait qu'ils vont avoir du mal à rentrer ensuite dans la salle de cours, qu'ils vont avoir du mal à affronter le regard de l'enseignant, à faire l'évaluation, ils vont avoir du mal à supporter les échanges avec d'autres élèves. Donc, on va souvent les retrouver dans les couloirs, la vie scolaire, près du bureau du principal ou du directeur, avec l'infirmier, l'infirmière scolaire quand ça existe. Enfin, ils vont trouver des manières de se cacher dans des endroits un peu informels pour ne pas être confrontés à l'angoisse qu'ils vivent. Donc, c'est là où il faut, en tant que parent et en tant que professionnel, commencer à être alerté que si l'école en elle-même est un facteur de stress normal et nécessaire, dès que ce stress empêche ou vient pourrir la vie, alors quelque chose a déjà commencé à ne plus fonctionner correctement. Et donc là, le signe à repérer, c'est celui-là. C'est une anxiété qui dépasse quelque chose de supportable pour un enfant. Donc, c'est-à-dire que c'est un enfant qui, typiquement, va cesser de dormir bien, qui va manger de moins en moins correctement, qui peut faire des terreurs nocturnes. C'est un enfant qui va se réfugier dans sa chambre, qui probablement, dans des phases plus aiguës, parce qu'il y a différents types de phobies scolaires, plus ou moins légères, mais dans des phases aiguës, c'est un enfant qui, en même temps, va se désocialiser. Donc, les parents vont remarquer qu'il a de moins en moins d'amis, qu'il va de moins en moins sortir. Nous, c'était le cas de Capucine, qui a plus dur de la crise, ne voyait plus personne, ne supportait pas ni d'aller au restaurant, ni d'aller au cinéma, toutes choses qu'elle aimait par avant. Donc, en fait, le spectre des signaux est tellement ample qu'on peut tout à fait leur coller plein d'origines différentes, mais là où il y a une anxiété très forte, il faut commencer à se poser des questions et donc aller voir un professionnel de santé, en fait. Ouais.
Et justement, lorsqu'un enfant commence une phobie scolaire, nous, en tant que parents, on a tendance à dire tu ne vas pas à l'école, donc tu n'iras pas au sport. Toute activité annexe est supprimée. On a toujours ce sentiment que l'école est primordiale. Sans aller à l'école, sa vie est foutue quelque part. Et il est très important justement dès ses premiers signes, d'essayer d'entendre l'enfant, de l'écouter, de ne pas le culpabiliser. Et c'est pas simple, on est tous passés par là en tant que parents, mais vraiment c'est primordial aussi pour la suite. Et de s'orienter très très vite vers des professionnels de la santé et d'établir une sorte de trio gagnant avec l'établissement scolaire. Il y a une autre question qui est importante là, que je vois. Alors, du coup, je ne sais pas comment vous voulez qu'on fasse, parce que là, on est en train de déplier tous les thèmes les uns après les autres de manière un peu impromptue. Et on a coupé la parole à Serge qui devait organiser de manière rigoureuse et strasbourgeoise en 4 questions. Et comme on est à Marseille, en fait, du coup, on n'obéit à rien. En fait. C'est discipliné, en fait, Serge. Je suis tout sauf discipliné, tu le sais, donc ça va très bien. Donc, ouais, il y a une question qui me semble importante pour réfléchir, c'est la peur de ne pas réussir à l'école peut-elle enclencher une phobie scolaire, première question, et qui est corrélée à une autre qui est venue aussi sur le chat. Est-ce que l'école française est trop compétitive? Moi, je n'ai pas de vérité à dire, mais alors oui, une angoisse de performance, ça peut déclencher une phobie scolaire, bien évidemment. Et oui, une angoisse de performance, ce n'est pas si rare que ça, et je crois qu'on peut tout à fait la corréler à l'idée qu'à l'école se joue le premier round d'une compétition sociale dans laquelle on fait grandir nos enfants et qui n'est pas toujours salutaire en termes de développement harmonieux. Moi, je me souviens en tant que prof de la pression qu'on mettait très, très tôt à l'entrée en 6e. Déjà, on parlait d'orientation aux élèves, on parlait du brevet des collèges, qui est quand même une toute petite chose assez ridicule quand on y réfléchit. Et on trouvait là moyen à soit motiver, soit démotiver et terroriser certains élèves. Mais en tout cas, c'était un axe majeur du discours enseignant. On voit comment le bac est toujours un axe majeur du discours de la société dans son ensemble. Et quoi qu'on essaie de l'édulcorer ou de l'assagir en inventant des options que les enfants pourraient choisir pour avoir des parcours, on voit bien que la pression sociale est toujours aussi forte, qu'il faut faire le bon bac pour réussir ensuite Parcoursup. Donc oui, je crois qu'il y a là à réfléchir en termes d'une école qui stresse au-delà, sans doute, de certaines formes de supportables pour des enfants un peu fragiles. Est-ce que nos analyseurs de chat ont repéré des questions? Visiblement, il y a des questions sur les professionnels de santé, donc on peut effectivement se brancher du côté des soins. Ça peut être intéressant. Tout à fait. Il demande des conseils, effectivement, vers qui se tourner et quelles seraient les solutions. En fait, ce que l'on conseille dans l'association, alors il faut savoir que lorsqu'une famille est confrontée est touchée par la phobie scolaire, c'est un véritable tsunami pour la famille, pour les proches. Et donc déjà, il faut trouver une écoute, une bienveillance et un non-jugement quelque part. Tout ça pour éviter de culpabiliser et de ne pas rester seul. Alors, ce qu'il faut faire, tout premier, c'est stopper l'enfant, c'est lui permettre de faire une pause, de contacter son médecin traitant. En parallèle, contacter l'établissement scolaire, mettre en place un PAI, alléger la scolarité. En fait, je disais tout à l'heure, je parlais de ce trio gagnant. C'est ce qui marche le mieux, c'est-à-dire mettre l'enfant au centre de la problématique et s'orienter vers des professionnels de la santé compétents et qui connaissent la phobie scolaire. D'un autre côté, voir avec l'établissement scolaire ce qu'il est possible de faire, surtout si l'enfant est encore en capacité d'accéder aux apprentissages. Il est important de garder ce lien avec l'établissement scolaire.
Donc voilà, oui, mettre vraiment en place quelque chose autour de l'enfant et côté familial, se faire aider. Une phobie scolaire, ça peut durer longtemps. C'est très traumatisant pour la famille. Donc également, hein, s'orienter vers des thérapies familiales, vers des soins ou des suivis pour les parents également. Donc ne pas rester seul et se faire aider. Oui, oui, voilà, ne pas rester seul et se faire aider. Alors, la phobie scolaire pose un vrai problème en termes d'accès aux soins, en fait, hein. C'est un grand facteur d'inégalité sociale, on le sait, et puis c'est un grand révélateur des misères du monde médical en France à l'heure actuelle, puisque ce à quoi sont confrontés les parents, et ça là on le voit beaucoup à l'association phobie scolaire sur le site, dans le chat sur Facebook, ils indiquent à quel point ils ont du mal à trouver un pédopsychiatre pour une première indication, pour un repérage ou parfois pour donner des médicaments, parce que beaucoup d'enfants vont avoir recours à des anxiolytiques, voire à des antidépresseurs, hein. C'était le cas de Capucine, pour pouvoir soulager l'anxiété, tant l'anxiété est forte. Donc trouver un pédopsychiatre, vous savez tous, je n'ai pas besoin de le dire, à quel point c'est devenu compliqué, qu'il faut attendre parfois de très très longs mois, et que dans ce laps de temps, on est dans le dénuement le plus complet, à ne pas savoir quoi faire. Donc, il est important également de trouver le psy qui va bien à votre enfant, hein. Il y a des tas de psys qui peuvent tout à fait intervenir avec des méthodes parfois tout à fait différentes. Je fais à peu près un tour d'horizon dans le bouquin de ce qui existe. Il y a des choses très diverses et variées. Moi, je crois qu'il faut vraiment s'autoriser à en changer dès qu'on sent qu'on n'est pas d'accord, dès que ça ne nous va pas, dès qu'ils ont des discours culpabilisants, parce que ça, c'est vraiment la chose qu'il faut éviter, hein, de venir un peu attaquer comme ça les parents autour d'une responsabilité quelconque. Mais qu'au total, il ne faut surtout pas laisser l'enfant sans soins. Alors, le problème, c'est que des enfants refusent les soins. Ça, c'est une autre difficulté. Là, ça rend les choses encore plus compliquées, hein. Dans certaines phases très aiguës de ce trouble, les enfants ne veulent pas sortir, ne veulent pas se confronter au milieu médical et refusent d'aller voir un psy. Bon, ça complique tout. Et il faut pouvoir saisir le moment où ils vont accepter. Alors, parfois, ça commence par le médecin de famille, tout simplement, parce que c'est celui qu'on connaît depuis longtemps. C'est celui qui a déjà une indication de ce dont l'enfant pourrait avoir besoin pour être en confiance. Et donc, c'est le premier à aller voir. Et en même temps, comme il faut garder les liens avec l'école, effectivement, solliciter le médecin scolaire, tout ça, ce sont des nécessités de manière à ce qu'il n'y ait pas de fantasmes qui soient entretenus par l'établissement autour de cette disparition de l'enfant. Hein, que l'établissement ne se dise pas « oulala, il est planqué, les parents ne font pas ce qu'ils ont à faire, ils sont des missionnaires » ou autres bêtises de ce genre. Donc, il est bien d'entretenir un rapport le plus étroit et le plus vrai possible avec l'établissement scolaire, et en leur faisant entendre que la première manière de prendre soin de ces enfants-là, au début, tout du moins, et parfois très longtemps, c'est d'arrêter l'école. Ce qui est paradoxal dans une société telle que la nôtre, qui valorise à un point énorme la scolarisation. Mais nous, très souvent, on est confrontés à l'idée que les enfants, c'est mieux quand on fait baisser la pression, et que la meilleure manière de faire baisser la pression, c'est encore de s'éloigner de l'école. Capucine s'est éloignée de l'école pendant de très très longs mois, et elle n'y est jamais retournée en établissement ordinaire. Elle allait aller dans un soin-études, hein, qui est le mélange d'un établissement scolaire et d'un hôpital psychiatrique, pédopsychiatrique, dans lequel elle avait à la fois du soin et des études, mais elle n'est jamais retournée dans un établissement scolaire de plein titre pour une scolarité ordinaire. Donc voilà, ça c'est aussi une difficulté majeure. Est-ce que cette démarche est reconnue par l'enseignement catholique et non catholique? D'être capable de quitter l'enseignement scolaire classique au profit du CNED, au profit de diverses autres branches. Alors moi, je ne dirais pas nécessairement au profit du CNED, par ailleurs. Moi, je ne crois pas que ce soit une très bonne solution. En tout cas, ça ne l'a pas été du tout pour Capucine. Je crois que, alors je ne sais pas s'il y a une différence entre l'établissement catholique ou pas catholique. Je crois que les enseignants sont massivement marqués par le doute à l'endroit des parents. C'est une maladie de l'école française, de quelque bord qu'elle soit. Et que donc, ce déficit de confiance les laisse imaginer qu'un enfant qui ne vient pas à l'école, il y a derrière des parents qui ne font pas ce qu'il faut. Et que donc, les parents ne sont pas non plus susceptibles de les aider si l'enfant décroche. Donc là, il y a un vrai travail à faire en se disant que parfois, il vaut mieux pas d'école que de l'école. Et encore une fois, moi,
c'est un exemple vraiment idiot, mais on ne se posera pas la question de savoir si un enfant qui souffre du cancer continue à aller au collège ou pas. Au moment où la maladie est aiguë, il doit recevoir des soins, et bien, il ne va pas à l'école. Eh bien, parfois, c'est étrange de dire ça comme ça, mais la phobie scolaire, c'est tout aussi aigu. Parfois, il y a des gestes suicidaires, parfois, il y a des enfants qui sont dans de tels états de détresse que les emmener à l'école ne leur fait strictement aucun bien et au contraire aggrave. Et donc, dans ces moments-là, il faut savoir dire stop. Et l'établissement scolaire doit entendre que ce n'est pas contre lui que ça se fait, c'est pour la santé de l'enfant. Après tout, les établissements scolaires sont là pour répondre aux besoins des enfants. Merci. Autre question sur le chat. Leslie, Christelle, est-ce que vous avez remarqué d'autres questions importantes? Alors, toutes les questions sont remontées dans le fil de discussion au fur et à mesure. Oui. Est-ce que Oui, vous mais- les voyez? Pour les panélistes. Oui? Oui, on les voit, oui, oui. Parfait. Voilà, je crois que vous y répondez au fur et à mesure. Il y a Oui, des temps aussi. on essaie. Voilà. Pour l'instant, tout est à jour. Alors, sinon, je peux vous les donner, Odile, Alexandre. Alors là, la prochaine que j'ai, c'est ça commence aussi au primaire ou maternelle. La Ça peut. question de Fred. Oui, ça peut. Oui, ça peut. Alors, souvent dans ces cas-là, on parle d'angoisse de séparation sur des enfants petits. Alors peut-être, peut-être pas. On n'aime pas beaucoup ce terme d'angoisse de séparation dans l'association, puisqu'il est souvent renvoyé aux parents comme de manière très culpabilisante. C'est-à-dire, vous êtes une mère trop fusionnelle et donc votre enfant ne veut pas aller à l'école. Je pense qu'il est temps de faire la part des choses et de vraiment creuser. Mais oui, il y a des phobies scolaires en école maternelle, il y a des phobies scolaires en primaire, notamment au CP. On a beaucoup de cas et il faut savoir aussi que les cas de harcèlement dans ces petites classes est en constante augmentation aussi. Donc, est-ce qu'il y a un lien ou pas? Mais oui, la phobie scolaire peut débuter très, très jeune. J'aimerais peut-être ajouter, faire vraiment une distinction, en fin de compte, parce que c'est vrai que l'angoisse de séparation, c'est un peu un mot fourre-tout qu'on entend encore malheureusement beaucoup trop dans les établissements scolaires. Et de vraiment le remettre dans le cadre que l'angoisse de séparation, c'est avant l'âge de 3 ans. Ça concerne, c'est vraiment la toute petite enfance. Et qu'après, on va plutôt parler d'attachement, en fin de compte. Et l'enfant va se rattacher à la personne référente, celle qui l'amène bien souvent tous les jours à l'école. Donc, généralement, c'est pas que ça tombe souvent sur les mamans, mais il y a vraiment, en fin de compte, il faut vraiment distinguer. En fin de compte, un jeune qui, au bout de 3 semaines, 4 semaines, s'accroche en criant encore à son parent, c'est qu'il y a vraiment de sérieuses questions à se poser et que c'est loin d'être du phénomène, on va dire, de l'angoisse de séparation. C'est vraiment à distinguer. J'ai vécu ça avec Pauline, avec ma fille qui a hurlé, que j'ai jeté dans la voiture quasiment une année au début, donc en école maternelle. Ça a recommencé en primaire. Et effectivement, les premiers psys que j'avais vus à ce moment-là m'avaient renvoyé cette image et cette angoisse de séparation. Il s'est avéré plus tard qu'elle souffrait d'angoisse. C'est une enfant qui a souffert de troubles anxieux depuis toute petite et pour lesquels l'école n'était pas du tout adaptée. J'ai une question d'un jeune. Alors, elles se rejoignent un petit peu. Alors, la première, c'est la peur de ne pas réussir à l'école peut enclencher une phobie scolaire. Et après, il demande, y a-t-il une solution à la phobie scolaire? Je ne sais pas pour une solution. Oui, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de solution, bien évidemment. Il y a des tas de solutions, depuis la microscopique solution de la micro-gestion de crise au quotidien jusqu'à des solutions, des choix d'orientation, de faire l'école autrement, des choix d'école aussi, parce qu'il y a des... Odile pourrait vous donner des exemples qu'elle connaît mieux que moi, d'écoles qui font tout pour s'adapter aux enfants, justement, avec cette idée qu'il faut individualiser les parcours, apporter du soutien au quotidien, accompagner, bref, faire
autrement que ce qu'on fait à l'école, et que ça, c'est déjà une solution, hein, faire autrement que ce qu'on fait à l'école. À mon avis, c'est surtout d'ailleurs celle pour laquelle je milite personnellement. Réussir à penser autrement l'école, ça serait une réponse de grande ampleur. Et après, il y a aussi les thérapies qui apportent des réponses quand même. Il y a des enfants qui, au bout d'un certain temps, parfois d'ailleurs pas très long, réussissent à retourner à l'école, les angoisses s'apaisent, ils sont de nouveau accessibles aux apprentissages. Mais c'est très variable en fait, c'est pour ça qu'il est difficile de faire des réponses qui donneraient de l'espoir à tout le monde, comme ça, en disant il y a une solution, il n'y a pas une solution, il y a des parcours individuels. Il faut les vivre en fait, et c'est bien ça la complexité, c'est que c'est un peu long, c'est que c'est parfois compliqué de trouver des gens avec qui causer intelligemment de tout ceci et qu'il faut se battre au quotidien. Et c'est ça dont l'association témoigne, hein, c'est que les gens qui s'y inscrivent et qui parlent sont des combattants du quotidien en fait. Ça, c'est un truc très important. Oui, effectivement, il n'y a pas qu'un parcours classique, hein, il y a plein d'itinéraires bis. Et je crois que ce qu'il est important, c'est de favoriser les matières dans lesquelles on prend du plaisir, dans lesquelles on est bon, quelque part. C'est aussi de prendre le temps, de pas forcément se mettre trop de pression. On peut faire très bien une année en deux. Se dire aussi que le bac, ce n'est pas non plus la chose essentielle à obtenir, que peut-être aller vers des métiers, toujours en gardant à l'esprit qu'il faut faire des choses avec plaisir, des choses qui nous parlent, des choses qui font sens pour nous. Et puis se faire aider. Alors oui, il y a des thérapies qui apportent un mieux-être, la sophrologie, on peut aller aussi vers l'hypnose, vers des thérapies qui sont aidantes, ou des écoles qui sont plus à l'écoute. Mais essayer vraiment de sortir de cette pression et de cette pression du résultat absolu. Je crois pour Pauline, c'est ce qui l'a le mieux aidé. Voilà. Après, sa phobie scolaire a duré 4 ans avec, je dirais, au global, hein, quelques mois d'école durant ces années. Et au final, une fois qu'elle a trouvé retrouvé son envie d'avancer, d'aller vers ses passions, elle a repris un cursus normal. Voilà. J'ai une question qui peut être intéressante. La question, c'est quelles sont les solutions quand on repère un élève? Alors, c'est vrai que j'ai demandé un petit peu une précision parce que ce serait pas mal de distinguer, en fin de compte, le point de vue parent et le point de vue enseignant. Quand un enseignant repère un élève, s'il repère un élève, il a déjà fait un énorme travail, en fait, parce qu'il va pouvoir justement instruire un début de dialogue, alors soit avec l'enfant lui-même, quand l'enfant accepte, il y a des gamins qui sont tout à fait partants pour venir à la récréation, parler à l'enseignant, commencer à dire voilà, des petits trucs qui ne vont pas et accepter de se laisser guider vers l'infirmière scolaire. Voilà, ça peut être une réponse. Et puis ensuite, rencontrer les parents et leur dire, hein, on a constaté ça, est-ce que vous l'avez vu de la même manière? J'ai l'impression qu'il est très anxieux en cours, vous en pensez quoi? Est-ce qu'il est aussi anxieux à la maison? Instruire des dialogues où on ne laisse pas entendre aux familles qu'on sait tout, qu'on a tout compris et qu'on adopte une position de surplomb, parce que là, à mon avis, ça c'est terrible, mais juste l'idée qu'on a besoin de dialoguer avec la famille, qu'on a besoin de son expertise et de son regard sur l'enfant, ça c'est un bon réflexe. Et à partir de là, la confiance se construit et on peut apporter des réponses en commun à l'enfant quand il souffre. Ça, c'est le point de vue du professionnel, hein. Ça me semble important. Et moi, en tant que parent, la première réponse qu'on a essayé d'apporter à Capucine quand on a commencé à comprendre, c'est du même tonneau, c'est l'écoute, une écoute confiante en fait. C'est sortir des repères traditionnels de la morale, voilà, et se dire, oui, si tu n'y arrives pas, effectivement, je te crois, c'est que quelque chose ne va pas, et alors il faut t'aider, t'emmener chez le médecin s'il faut aller chez le médecin, te laisser dormir s'il faut dormir, enfin, etc., etc. L'écoute confiante. Je crois que c'est déjà une belle réponse, en tout cas, pour commencer quelque chose. Ouais, lorsqu'on est un parent, c'est effectivement c'est l'écoute confiante et aussi se rapprocher de l'équipe éducative et engager un dialogue.
le dialogue est la meilleure des choses qui puissent être mises en place pour aider ces enfants. Est-ce qu'on peut y remédier adulte lorsqu'on a vécu cette situation enfant et qu'on est toujours angoissé? Comment vos filles ont fait aujourd'hui pour passer et continuer? Moi, j'ai envie de dire qu'il en reste toujours quelque chose. Je ne suis pas sûr qu'on remédie. D'ailleurs, le meilleur médicament, c'est de grandir, ce qui permet de mettre à distance et puis de commencer à réaliser des choses dans la vie. Et donc, voilà, ça met un peu à distance. Mais chez Capucine, il en reste des traces, hein, des niveaux d'anxiété supérieurs, je pense, à beaucoup de personnes qui tiennent aussi à quelque chose qui ne se transforme pas facilement chez quelqu'un, sa personnalité, enfin, ce qu'il est, quoi. Donc ça demeure pas mal quand même. Capucine n'a pas repris, contrairement à la fille d'Odile, un cursus normal. Hein. Donc, Capucine est allée travailler très vite. C'est le monde professionnel qui lui semblait finalement le moins angoissant. Ça peut être étonnant, mais elle s'y réalise beaucoup plus. Donc elle, ce qui lui fait le plus de bien, c'est le travail d'une certaine manière. Ouais, je suis d'accord avec toi, Alexandre. Il reste toujours des traces. Donc Pauline a repris un cursus normal, mais on voit bien quand même que les angoisses, même si elle arrive à les gérer, c'est-à-dire que maintenant, la différence, c'est qu'elle arrive à gérer ses angoisses, notamment lors des partiels, mais chaque fois qu'un événement, alors personnel ou familial, vient un peu la perturber, je vois bien que ces angoisses sont très proches. Il reste toujours quelque chose, je pense, de ces périodes de phobie scolaire. Ouais. Mais ça ne... Ils apprennent, je pense, hein, pour leur vie future, justement, à mieux les appréhender, à mieux les gérer. Et peut-être que ça leur évitera de faire un burn-out entre 40 et 50 ans. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'elles ont gardé le sens de l'engagement dans ce qu'elles font, ou plutôt une angoisse peut encore les arrêter? Elles ont réussi à passer au-dessus, à travailler ça, parce que ça devait les arrêter plus jeunes, non? Capucine est très, très engagée dans son travail, justement. Elle le fait avec beaucoup de foi, d'abnégation, voire même un peu trop, à mon goût des fois, au détriment parfois même de sa santé, de son sommeil. Donc je pense que justement, elle a gardé de tous les moments où ça a chopé dans sa vie, notamment à l'école, de tout ce qu'elle n'a pas réussi à faire, une forme de rage qui fait que maintenant, elle est très résiliente sur des tas d'enquiquinements qui lui arrivent quand même encore beaucoup. Nous, on la trouve, voilà, on lui trouve une volonté extrêmement forte qui, à mon avis, est le fruit de son histoire. D'accord. Pauline est très engagée aussi dans ce qu'elle fait. Je pense que ça lui a apporté encore plus de maturité, d'envie de se battre, de rien lâcher. Et oui, une certaine résilience. D'accord. On a une question d'un professeur qui est pour l'école autrement. Donc, mon principe de base est que les élèves se sentent bien. Je sors beaucoup de mes élèves car je pense que l'école dehors est une des solutions. Sortir de ces murs blancs fades, voir d'autres personnes, mais je suis vraiment mal vue par mon proviseur. Est-ce que les professeurs ont des solutions pour aider leurs jeunes autrement que par l'école? Est-ce qu'il y a l'organisme, par exemple, votre association, on peut la contacter partout en France? Oui, tout à fait. On peut contacter notre association partout en France. On a un réseau de correspondants régionaux qui orientent les familles. Après, nous, on ne fournit pas de support, je dirais. On n'a pas d'école dans l'association. Donc, je ne sais pas si j'ai bien compris la question. Oui, c'était celle-ci. Je rebondis parce que d'autres personnes qui aimeraient, qui sont parents d'élèves qui ont développé une phobie scolaire et qui mettent en place des ateliers, pourraient-ils venir vers vous pour s'organiser et organiser des ateliers, vous donner des pistes? Est-ce que vous seriez ouverte à ça? Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Oui. D'accord. Merci. Et moi, pour répondre à la question de cet enseignant qui essaie de faire différemment, enfin, je crois que c'est une femme d'ailleurs, cette enseignante qui veut faire différemment, qui a l'impression d'être mal considérée par son chef d'établissement, je suis guère étonné en fait.
Moi-même, quand j'étais prof, à un moment, j'ai décidé de faire autrement parce qu'à la fois je m'ennuyais, je crois que j'ennuyais mes élèves. Et la première difficulté qu'on rencontre, c'est les collègues ou les chefs d'établissement qui se disent « Ouh là là, mais la classe va faire du bruit, ouh là là, mais c'est pas comme ça que ça doit être, etc. » Et je pense qu'on ignore à quel point on confond l'excellence cognitive qu'on est en droit d'exiger de l'école et la rigidité de la forme scolaire. Et que du coup, on péjore la vie scolaire de tas de gamins au nom d'impératifs que moi je trouve parfaitement nuisibles, purement formels, hein, de maintien de l'ordre scolaire. Donc moi, de ce point de vue-là, j'ai un point de vue plutôt radical, hein, et je lis dans le chat quelqu'un qui dit s'agirait-il pas de tout simplement revoir l'école de A à Z? Pour ma part, je dis plutôt oui. Alors, je sais que les chefs d'établissement ne sont peut-être pas d'accord avec moi, mais je crois que le fait que cette école française continue à être pilotée par l'horizon du bac, par des évaluations à tout crin, par PISA qui nous laisse entendre combien nous sommes nuls en permanence, par l'université qui ne serait pas ouverte et dans laquelle on va échouer, etc. Tout ceci ne peut pas fabriquer autre chose que de l'anxiété pour les gamins les plus fragiles, en fait. Hein, on a une école qui est dure aux faibles. Et ça, je crois que c'est un vrai problème, en fait, dont on n'a pas suffisamment conscience. Pardon. J'ai plutôt une question aussi, c'est quels sont les symptômes les plus significatifs qui pourraient alerter les parents de façon certaine? La crise de panique devant l'établissement, je crois. Les mots de ventre. Ouais. Excuse-moi, dis-le. Oh, pardon, les mots de ventre répétés aussi, et surtout ce qui est caractéristique, c'est le fait que tous ces symptômes s'arrêtent le week-end ou pendant les vacances. Je pense que c'est à ce moment-là qu'il faut vraiment se poser une question. Un enfant qui va mal quand il va à l'école, qui va bien le week-end, qui va bien pendant les vacances, et puis dès la rentrée commence à aller mal, c'est un signe flagrant de phobie scolaire ou de phobie scolaire. Surtout si ça dure dans le temps et à distinguer d'un caprice. Donc, c'est vrai que ça nous perturbe beaucoup quand l'enfant va mieux pendant les vacances et on se dit il se fout de moi ou quoi? Donc, mais en fin de compte, c'est ça qui est très perturbant en tant que parent. Donc là, vraiment important de voir que si à un moment donné, vous le voyez, parce qu'il y a des réactions physiques très, très, très fortes. Donc, et c'est assez impressionnant. Donc, ça va ou bien de la crise de tétanie ou la crise d'angoisse avec des cris, des pleurs. Ils se mettent à transpirer, ils deviennent tout rouges. Il y a beaucoup de réactions physiques. Donc, un enfant qui est roulé en boule dans son lit le matin en position de fœtus et qu'il a 13-14 ans, il y a un autre problème que la fainéantise ou la crise d'ado. Et un refus de faire ses devoirs ou de participer à ses cours ou de s'intéresser à l'école en général, ça peut être aussi des signes? Ça peut, surtout si auparavant l'enfant était en capacité de faire ses devoirs, mais ça, tout signe, enfin tout changement brutal, il faut se poser des questions. Oui, c'est exactement ça. Si l'enfant n'a jamais eu d'appétence pour l'école, bon, voilà, on peut comprendre que ça va être compliqué très longtemps, mais si l'enfant semble avoir un comportement tout à fait ordinaire, scolaire, il fait ses devoirs, et que tout d'un coup, quelque chose se rompt de cela, alors il faut commencer à se poser des questions. Alors effectivement, ça peut être parce qu'il est victime de harcèlement, ça peut être parce qu'il est victime d'un prof qui l'a dans le nez, ça peut être parce qu'il est en phobie scolaire. Mais voilà, il faut s'inquiéter de toute rupture, en fait. Hein. Et ces ruptures ne sont pas liées qu'à l'état naturel de l'ado, quoi. Quand il y a une rupture un peu forte, c'est qu'il se passe quelque chose. J'ai une question aussi de Stéphanie. Comment faire quand le collège ne répond pas aux aménagements qui devaient être mis en place pour un enfant en phobie scolaire? Par qui se faire accompagner auprès de l'établissement? C'est une grave question. Je ne sais pas de quel aménagement parle cette dame, mais parce qu'en général, les aménagements sont négociés avec l'établissement scolaire quand il s'agit notamment d'un PAI, ou quand on réussit à s'entendre sur le fait que pendant un certain temps, l'enfant ne va fréquenter que les disciplines dans lesquelles il est content d'aller pendant 4 heures dans la semaine. Ça, c'est fait en bon accord avec le médecin scolaire, le chef d'établissement et la famille.
Je dis ça pour le public, je ne connais pas le privé. Mais je suppose que les procédures sont tout à fait similaires. Après, ce qu'on parfois voit, c'est des établissements scolaires qui entretiennent du doute quant aux mots que les médecins écrivent et proposent aux parents en guise d'explication. Et là, effectivement, ça pose un grave problème parce que remettre en question le papier du médecin, c'est quand même d'un scepticisme qui devient dangereux. Mais ensuite, on ne peut plus travailler en confiance avec l'établissement. Donc là, ouais, après, par qui se faire accompagner, je ne sais pas, mais il faut trouver les moyens de parler au chef d'établissement, de rétablir un contact qui soit à peu près confiant avec le chef d'établissement. Je dis ça parce que je dis chef d'établissement parce que souvent on a affaire au CPE ou à l'infirmière scolaire. Le CPE, il n'est pas toujours hyper compréhensif, je dis des généralités, et que parfois la médiation de l'infirmière scolaire auprès du chef d'établissement peut faire entendre la situation autrement. Oui, je pense que le médecin scolaire, effectivement, ou l'infirmière scolaire, ou le psychologue scolaire peut aider, tout en sachant qu'ils ne sont pas très nombreux. Non, mais oui. C'est quand même une grosse problématique. Après, le thérapeute de l'enfant peut également intervenir, contacter via le médecin scolaire ou directement le chef d'établissement. Et lorsqu'il s'agit d'aller aux réunions d'équipe éducative, un responsable, un représentant des parents d'élèves peut également accompagner les parents. Et souvent, c'est important que les parents n'y aillent pas seuls. Mais bon, je pense que la situation va se présenter de moins en moins parce que là, les chefs d'établissement sont même extrêmement sensibilisés à la détresse des enfants. Les cas de suicide font réfléchir quand même l'ensemble de la communauté éducative sur le fait qu'un enfant ou un ado, c'est extrêmement fragile et que minorer ou ne pas regarder ses difficultés, ça peut conduire à des gestes définitifs. Donc, je crois qu'il commence à être formé à réagir autrement. Une autre question, c'est aussi un petit peu ça rejoint un petit peu, c'est peut-on s'adresser directement au médecin scolaire? Comment avoir ses coordonnées? Je ne sais pas trop, c'est une bonne question ça. Alors, oui, on peut trouver ces coordonnées sur les sites des académies pour les médecins référents. Donc, on peut contacter l'académie ou bien directement l'établissement qui peut donner les coordonnées du médecin scolaire. Et à ce moment-là, oui, on peut le contacter directement, tout comme l'infirmière scolaire, tout comme le psychologue scolaire. Après, une question aussi qui revient aussi, c'est est-ce qu'un psychologue peut assurer la prise en charge? Bien sûr, oui. Je pense que ça peut aussi être sur ce côté. Alors, on peut peut-être aussi relever, Odile, le délai au niveau des professionnels de la santé. Oui, tout à fait. Alors, un psychologue peut assurer la prise en charge, mais le diagnostic doit être posé par un médecin. Donc, j'ai vu une question, effectivement, vers quel thérapeute peut-on aller? Donc, effectivement, il y a des pédopsychiatres, il y a des psychiatres, mais également les pédiatres peuvent recevoir l'enfant, des neuropédiatres, neuropsychologues peuvent également apporter un support. Okay. Il y a aussi une question, un témoignage qu'on entend souvent au niveau de l'association. Comment faire quand un ado refuse toute aide? Moi, je n'ai pas connu ça avec Capucine parce elle acceptait de se faire aider, mais je l'ai rencontrée chez une maman qui m'a raconté que son gamin refusait absolument toute forme de soins, ou plutôt l'acceptait, et puis au moment de descendre au pied du cabinet du psy en question, il faisait la même crise d'angoisse qu'au moment de l'arrivée au lycée. Là, on entre dans du très très compliqué, parce que ça signifie que le trouble est sévère. Moi, je n'ai pas de solution, sauf peut-être parfois quand on a la chance d'avoir un médecin de famille de manière suffisamment ancienne pour qu'une relation de confiance soit construite avec l'ado, et alors c'est par lui qu'il faut passer. Mais c'est vrai que c'est parfois très violent pour un ado d'être emmené de vive force chez un psy qu'il ne connaît pas. Et parfois, les résultats sont même tout à fait contre-indiqués, au sens où l'enfant
se braque, se renferme davantage sur lui et refuse ensuite de sortir de sa chambre. Donc là encore, je pense qu'il faut essayer. C'est très, très compliqué ce que je dis parce qu'il faut aller vite quand on sent que quelque chose est apparu et en même temps, l'empressement avec lequel on le fait peut ajouter au stress de l'enfant. Donc, il faut trouver la bonne distance, montrer suffisamment de confiance en l'enfant pour qu'il entende qu'on est là pour l'aider, hein, que ça va bien se passer. Mais souvent, ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps. Alors, il y a certains thérapeutes qui peuvent recevoir l'enfant en visio, mais surtout peut-être s'orienter dans ces cas-là vers des thérapies orientées vers l'animal. Tout ce qui est médiation animale. Animale, tout ce qui est voilà, toutes sortes de thérapies, l'art-thérapie également, qui est assez efficace pour ces enfants qui ont du mal à s'exprimer, qui n'ont pas envie d'aller voir un psy, qui en ont souvent ras-le-bol hein, de répéter la même chose à plusieurs intervenants. Donc, l'art-thérapie, ouais, l'équithérapie, tout ce qui est médiation animale et peut-être des activités que l'enfant aime et qui permettront qui lui donneront un mieux-être qui lui permettra dans un second temps d'aller voir un thérapeute. Une intervention d'une maman qui a eu à connaître 3 établissements scolaires privés et qui n'a pas vu la même réponse que dans les établissements publics, en particulier en termes de personnel médical, en termes d'infirmerie et autres. Et je m'appuie sur ce cas pour un petit peu élargir. Quelles suggestions et quel rôle pouvons-nous avoir en tant que parents d'élèves vis-à-vis des équipes éducatives et des directions de ces établissements pour continuer à les sensibiliser à ce qu'est la différence et l'inclusion. Je pense que pour nous, ce soir, cette vision a cette finalité. C'est-à-dire, de quelle manière, en tant que parents d'élèves, on n'est pas obligatoirement touché mais par contre, on est sensibilisé par des parents qui le sont. Et de quelle manière on peut sortir un peu de leur contexte traditionnel, les équipes éducatives, et leur dire qu'il existe autre chose et d'avoir une certaine bienveillance, sachant que cette bienveillance n'est pas facile parce qu'elle est charge de travail supplémentaire pour eux aussi et charge de spécificité, de suivi qui n'est pas toujours évident. Suggestion bienvenue. Mais là, c'est vrai que ce que vous faites ce soir, c'est typiquement l'action qui fonctionne. C'est-à-dire que vous faites en sorte de faire connaître un trouble, vous munissez les parents d'un répertoire, enfin, de mots, d'idées qu'ils vont ensuite pouvoir mobiliser. Et puis, en tant qu'association, il y a toujours la possibilité de faire pression, hein, de faire un peu de lobbying. Les chefs d'établissement du privé sont en plus dans une relation qui est aussi une relation marchande. Ce n'est pas très agréable ce que je dis, mais il y a concurrence entre les établissements, on paye. Donc, il y a quand même un service qui peut être exigé en retour de ce paiement-là. Donc, je pense qu'il y a moyen de sortir des formes traditionnelles de passivité dans lesquelles on est face à l'école en France, en réclamant, hein, en exigeant par une action forte, oui, de s'adapter à l'enfant. Et après tout concourt à aller dans ce sens-là. C'est ça qu'on appelle l'école inclusive. Donc, les établissements privés doivent suivre la marche. D'ailleurs, parfois, ils la précèdent et j'en ai vu de très en avance sur cette question-là. Mais faire pression en tant qu'association de parents, ça me semble une très, très bonne idée. Il y a un vrai pouvoir des parents à condition qu'ils s'organisent et qu'ils n'aient pas honte. Je vous ai rajouté 2 liens sur justement le PAI et la PAD, où aujourd'hui, officiellement, est reconnue la phobie scolaire dans ces dispositifs. Donc, ça peut aussi être un moyen d'appuyer, en fin de compte, au niveau des établissements et de leur dire c'est inscrit, c'est noté, et donc voilà, c'est les dispositifs à mettre en place. Je pense que il n'y a pas de différence entre le privé et le public, c'est souvent une question de personne. Et ce que vous faites ce soir, justement, de sensibiliser à la fois les parents, les établissements scolaires, et de continuer à le faire peut-être en organisant dans vos établissements des sensibilisations, en le proposant tout simplement. Et surtout pour les représentants des parents d'élèves, je dirais,
il y a un mot qui est un petit peu magique, hein, à la fois pour les parents et les enseignants, mais c'est la bienveillance. C'est-à-dire avoir une écoute bienveillante envers ses parents en souffrance. Et je crois que là, le rôle du représentant des parents d'élèves, c'est peut-être de retranscrire ce que ressent le parent à l'équipe éducative. Un parent peut aussi être en colère sur le moment quand son enfant n'est pas pris en charge par l'établissement scolaire ou mal. Je crois qu'il y a un dialogue aussi qui peut être très utile à ce niveau-là. J'ai une question qui est posée, qui fait le lien avec les autres pays. Sait-on si dans les autres pays, le problème a les mêmes proportions? Et est-ce qu'il y aurait des enseignements à tirer des autres pays? Alors, on fait partie d'un réseau international qui s'appelle l'INSA. C'est un réseau, pardon, excusez-moi. C'est un réseau qui regroupe au niveau mondial des chercheurs, des sociologues qui travaillent sur le phénomène de l'absentéisme scolaire et donc de la phobie scolaire. Et ce que l'on voit, c'est que la phobie scolaire existe dans tous les pays au monde. Peut-être que la différence que l'on voit dans les pays, notamment du nord de l'Europe, c'est que la prise en charge est peut-être différente avec la mise en place de structures dédiées à ces enfants. Mais la phobie scolaire est un phénomène mondial et l'anxiété scolaire également. Oui, moi, je ne serais pas capable de comparer les résultats des systèmes étrangers sur la plus ou moins grande prévalence de la phobie scolaire, mais je crois qu'on aurait tout intérêt à les regarder dans certains pays, ce qu'il s'y passe en termes de réflexion sur notamment des choses qui permettent d'être mieux en classe, et notamment tout ce qui est travail, ce qu'on appelle les compétences psychosociales, hein, l'empathie, l'entraide, le travail de groupe, des choses qui permettent de lutter contre le harcèlement activement. Or, si on dit que le harcèlement, c'est la cause d'une phobie sur deux, on a là un levier d'action qui n'est pas neutre. Le ministère s'en est saisi avec le projet phare, hein, notamment, mais il y a là à réfléchir, ouais, à ajouter dans les programmes en France des choses qui permettent aux élèves d'apprendre à vivre ensemble d'une manière beaucoup plus harmonieuse, parce que les enfants sont extrêmement durs les uns avec les autres, hein, et que là, nous, en France, on a des difficultés à travailler cette question-là. Même si on s'en est emparé, hein, les CPE travaillent là-dessus, en formation notamment, enfin, je les entends réfléchir à ces questions de climat scolaire. Et voilà, on n'a sans doute pas le meilleur climat scolaire au monde, et il y a des pays, je sais pas, je pense au Danemark essentiellement, qui ont mis très tôt, dès l'école élémentaire, voire même dès la maternelle, cette réflexion sur les compétences psychosociales pour mieux vivre ensemble. Et du coup, le bien-être à l'école, je pense que c'est la meilleure prévention contre la phobie scolaire pour le coup. C'est vrai qu'il y a aussi quelques demandes sur des établissements qui seraient spécialisés pour accueillir ces jeunes-là. Des établissements scolaires, plutôt, si je comprends bien. Alors oui, il existe des micro-collèges, des micro-lycées. Tout dépend des régions. Il faut vraiment creuser dans vos régions. Des établissements hors contrat également qui prennent en charge ces enfants dans leur diversité. Souvent, ce sont sur des initiatives personnelles ou des enseignants qui ont été eux-mêmes confrontés à la phobie scolaire de leurs enfants qui se lancent dans la création de ces établissements. Il n'y en a malheureusement pas beaucoup en France. Alexandre, peut-être que tu as des... Non, je ne connais pas réellement de... Enfin, il y a des écoles de tout type, hein. Je pense notamment à toutes ces écoles qui se revendiquent de l'éducation nouvelle, où on essaie d'entretenir des rapports très différents avec les gamins, ou des écoles dites Montessori, où on essaie de travailler autrement, et qui ont parfois des bons résultats. Mais ça pose deux problèmes. Le problème de l'accès, parce qu'en général, ce sont des écoles qui coûtent très cher. Et ça pose le problème du raccord. C'est-à-dire que quand on quitte ces écoles parce qu'il faut aller au lycée, qu'il n'y a pas de lycée de ce type, le fossé est énorme entre les manières de travailler, et les enfants parfois vivent très très mal le fait de retourner dans
un lycée tout à fait ordinaire. Donc non, le monolithisme du fonctionnement scolaire en France fait qu'il y a finalement très peu de solutions alternatives. Et ça, c'est un vrai problème. Peut-être faire un retour, Odile, sur... on a beaucoup de contacts, en fin de compte, sur toute la France, de petits dispositifs, on va dire, c'est un petit peu dans tous les départements qui créent des dispositifs pour aider les jeunes en phobie scolaire, comme par exemple Garde le Lien dans le Nord. Donc, c'est vrai que ça a été un projet qui a été mené avec l'association pour justement, et c'est un CPE qui a été à l'origine et qui a mis ça en place. Et on entend de plus en plus dans tous les départements, sur toute la France, des petites actions comme ça, un petit peu à droite, à gauche, qui justement cherchent des solutions pour accueillir ces jeunes. Donc, il y a des choses qui se font aujourd'hui. Mais effectivement, ce n'est pas encore, on va dire, relayé sur le plan national. Je ne sais pas si y a d'autres questions. Je crois qu'on a à peu près fait le tour, si je ne me trompe pas. Alors, on en a une. Ah, le CNED peut-il être une alternative? Si les parents veulent reprendre des études, c'est top. Mais sinon, chez nous, ça n'a pas fonctionné du tout. Et c'est un peu paradoxal, c'est-à-dire que ça vient appuyer là où il y a déjà quelque chose qui ne va pas bien. Ce sont des enfants qui se désocialisent. Alors oui, on accompagne la désocialisation, mais jusqu'à quel point le CNED vient renforcer le trait, c'est-à-dire que parfois, on peut se dire, on va faire toute la scolarité au CNED. Alors pourquoi pas, en fait, je n'ai pas d'opposition. Nous, ça n'a pas fonctionné du tout. C'est une contrainte. Je ne trouve pas ça moins angoissant de parler à un ordinateur que de parler à un enseignant, pour ma part, de recevoir des cargaisons. À l'époque, c'était comme ça, de cours, de rendre des évaluations à date fixe. Enfin, la déshumanisation du processus ne nous a pas semblé tout à fait de bonne aloi pour Capucine, qui n'a pas investi ce travail-là. Nous, oui, on l'a fait pour elle. Ça a sauvé son année de première. Ça a valu ce que ça a valu, mais c'était une forme de tricherie. Je pense que le CNED peut être une solution lorsque l'enfant a toujours accès aux apprentissages, c'est-à-dire qu'il est en capacité de travailler, qu'il est autonome, que sa dépression n'est pas trop profonde, justement, pour l'empêcher d'avancer. Mais on voit énormément d'enfants qui butent, et pour qui c'est à nouveau un échec, en fait. Donc, ça peut accentuer leurs angoisses de basculer au CNED réglementé, surtout complet. Ouais. Il y a d'autres solutions. On dit qu'il faut, le mieux c'est quand même de garder un contact avec l'établissement scolaire, et il existe différents types de CNED, des CNED partagés, des CNED à la carte. Donc voilà, il faut se renseigner sur ce type de CNED et surtout faire en fonction de l'enfant. Il faut savoir que le CNED est un établissement scolaire, donc ce que l'on trouve dans les établissements scolaires classiques, on va le CNED. Le CNED est exigeant, il demande un rendu des devoirs réguliers, le niveau est assez élevé, donc si l'enfant n'est pas en capacité de suivre une scolarité, le CNED n'est peut-être pas la solution, effectivement. Il faut privilégier le soin. On a toujours tendance, en tant que parent, lorsque son enfant ne peut plus aller en cours, on se dit c'est pas grave, on va basculer au CNED, il faut absolument qu'il continue, il est en phobie scolaire, mais s'il ne va pas à l'école, il va aller mieux. Et c'est là que souvent on fait l'erreur de l'inscription au CNED, et on se retrouve effectivement comme Alexandre et à progresser dans certaines matières nous-mêmes, mais pas l'enfant. Enfin, je pense qu'il est important aussi de relever, c'est qu'il n'y a pas de généralité à faire. Oui. Parce que tout dépend vraiment en fonction du jeune, du contexte. Est-ce qu'un parent peut arrêter de travailler pour aider son enfant? Enfin voilà, il y a beaucoup de données en fin de compte à prendre en compte. C'est pour ça qu'on ne peut pas s'avancer à dire que CNED, ça marche pas.
c'est vraiment à tester à l'instant T avec le jeune. Ça a quand même aidé pas mal de familles. On a quand même de nombreux aussi retours positifs au niveau de l'association. Mais effectivement, quand l'enfant est vraiment trop mal, il faut privilégier le soin. Et vraiment mettre ça pour l'instant vraiment en possibilité, une des possibilités, mais pas à mettre en place de suite. Tout dépend de l'âge, effectivement, des enfants au collège ou même au primaire. Il faut qu'un parent soit à la maison, que le parent soit en capacité de l'aider quelque part. Et ça complexifie quand même beaucoup les relations également. Alors, il y a eu pas mal de questions aussi sur est-ce que ce webinaire va être enregistré, et donc je confirme, oui, il y aura un replay. Il y a aussi une question donc, qui est, vous y avez répondu, mais qui est permanente. Est-ce que les enseignants pourront être formés? Donc, encore une fois, les enseignants sont avant tout des parents. De là à les former en plus, je crois que la partie de l'individu est très forte dans toute cette formation. Donc, c'est vraiment de la volonté de chacun, peut-être, de ne pas trop attendre non plus en permanence de la structure qui n'apportera que ce qu'elle est capable d'apporter petit à petit. Oui, mais là, je suis d'accord, hein, la question de la personne et de l'ouverture d'esprit, tout ça, ça fait énormément de choses. Mais en même temps, pour être ouvert à quelque chose, il faut un peu en avoir entendu parler. C'est-à-dire que je ne crois pas avoir été un enseignant fermé à quoi que ce soit. Pour autant, j'ai été dans l'incapacité de reconnaître quelques difficultés de mes élèves, tant que moi-même, je ne l'ai pas vécu dans ma chair. Donc, bon, évidemment, je ne dis pas qu'il faudrait que tous les enseignants souffrent de ceci pour qu'ils soient formés, mais qu'au moins ils entendent en formation parler un peu de ça, ça ne me semble pas tout à fait idiot. Le seul vrai problème, c'est qu'il faut les instruire de tant de choses que les instituts de formation sont bien en difficulté pour organiser une formation qui tienne la route. Donc, moi, je crois que c'est surtout la question de la formation continue qui devrait être repensée, aussi bien dans le public que dans le privé, hein, par ailleurs, et en accompagnant les équipes sur ces problématiques nouvelles. Je crois que c'est vraiment pour le coup la tâche des établissements scolaires que de former leurs enseignants aux problématiques nouvelles, et celle-ci en est une. Donc je crois qu'il est du devoir des établissements d'organiser une formation continue dans laquelle les enseignants vont entendre des bases sur ce qu'est la phobie scolaire, de manière à pouvoir armer leur regard et d'être un peu moins naïfs. Les participants des IFSEC qui se sont inscrits, s'ils sont là ce soir, j'espère auront bien entendu le message. Et sinon, c'est pas grave, on va leur envoyer un petit dossier. Les IFSEC étant, vous le savez certainement, étant l'Institut de formation de l'enseignement catholique, enfin, l'enseignement libre. Je pense peut-être, Odile, relever aussi le point sur les demandes de certificats et de bilans qui nous sont souvent imposées au niveau des établissements scolaires. Oui, tout à fait. Donc, ce qui serait important aussi de mettre en avant, c'est que alors, lorsque son enfant ne peut plus aller à l'école, ce qu'on nous demande, c'est un certificat, c'est un diagnostic. Donc, l'établissement scolaire nous dit le seul diagnostic que nous accepterons, c'est un diagnostic de pédopsychiatre. En France, actuellement, quelle que soit la région, obtenir un rendez-vous avec un pédopsychiatre, ça peut prendre en moyenne entre 8 mois en libéral, 1 an, ou 18 mois dans un CMP. Donc, ce qui est important de faire passer comme message, c'est justement, peut-être comme tu le dis souvent, Alexandre, c'est de faire confiance aux parents, c'est-à-dire commencer les aménagements des enfants sans avoir vraiment un certificat attestant d'un pédopsychiatre que l'enfant est en phobie scolaire. Faire confiance aux parents, lui laisser le temps de faire tout le parcours médical, ne pas faire de signalement également, puisque de plus en plus, on voit des parents se retrouver face à des problématiques administratives. Des signalements sont faits aux académies, alors qu'ils font tout ce qu'ils peuvent. Il faut laisser le temps et leur faire confiance. Instaurer le dialogue, et puis nous on parle toujours du trio gagnant.
Donc voilà, c'est vraiment c'est la base pour la prise en charge d'un jeune en phobie scolaire. C'est mettre en place le dialogue avec l'établissement et avec l'équipe de thérapeutes qui prend en charge votre enfant. Et d'être les relais. Bien souvent, les thérapeutes ne peuvent pas venir dans les établissements, mais vraiment de profiter des réunions et d'être le relais et de partager les informations avec le personnel qui se trouve dans l'établissement. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Il n'y a pas d'autres qui arrivent. Alors peut-être Serge, si vous avez encore une question ou un point à relever. Je suis en train de regarder encore une fois le On a fait le tour. Il me semble qu'on a fait le chat, tour mais aussi. effectivement, on a fait le tour. Je crois que s'il n'y a pas d'autres questions qui se présentent, on va enfin vous remercier. Pas d'autres questions? Bien, écoutez, alors, juste une chose. J'avais été très impressionné lors de mon premier contact avec votre présentation. Je le suis encore plus ce soir, parce qu'effectivement, non seulement vous êtes toujours au même niveau, mais de surcroît, entre-temps, donc ça fait déjà un peu plus de 6 mois, entre-temps, je me suis aperçu que c'était, quand on le côtoyait au quotidien, sans savoir ce que c'était. On était dans de la prose que l'on parlait, donc qu'on évoquait, qu'on écoutait, qu'on entendait, mais on ne savait absolument pas que c'était de la prose. Donc là, la phobie scolaire, oui, je crois qu'effectivement, c'est quelque chose qui est d'importance. C'est quelque chose qui est d'importance au sein de nos établissements. Et encore une fois, ce qui est important, c'est d'accompagner les parents qui se trouvent confrontés à cette situation. Moi, il y a un peu plus de 6 mois de cela en arrière, j'ai été confronté à une situation équivalente, pas à titre personnel, mais au titre de parent d'élève, que je n'ai pas su non plus traiter, auquel je n'ai pas su apporter l'écoute et la réponse, si ce n'est de dire mais allez-y, parlez, rapprochez-vous de la direction, mais je n'ai pas su les accompagner plus, parce qu'effectivement, je ne connaissais pas du tout la chose. Je suis content de voir que ce soir, certaines personnes sont présentes à la discussion, mais quelque part, c'est peut-être à cause d'elles que j'ai déclenché aussi cette réunion aujourd'hui, parce qu'il y a matière à en avoir conscience, à savoir que ça existe au sein de nos établissements, qu'ils soient élitistes, pas élitistes, qu'ils soient, peu importe les établissements. Mais tous autant que nous sommes, nous y sommes confrontés. Et le pire, c'est de ne laisser des parents sans réponse. Donc oui, il convient de les accompagner. Et en même temps qu'on peut les accompagner, le premier accompagnement, c'est effectivement de les accompagner vers l'équipe de direction en tant que parents d'élèves, qu'association de parents d'élèves. Il est évident que nous participons, que nous relevons de la communauté éducative, que nous avons peut-être des contacts plus faciles avec certaines personnes au sein de nos établissements, certaines équipes de direction, et qu'il nous appartient d'essayer, encore une fois, petit pas par petit pas, de leur présenter ce qu'est la phobie scolaire, ce qu'est votre association, ce que vous faites dans le cadre de cette association, et de distiller des petits messages. Peut-être que ces petits messages, un jour, apporteront l'eau à leur édifice, construiront, permettront de réaliser tout cela. Je crois qu'il faut être très humble en la matière, mais également très conscient. Et surtout ne rien faire. Voilà. Surtout ne pas répondre aux parents qui se trouvent dans ces situations-là, qui, eux, découvrent tout en même temps, le même jour. Il avait été évoqué que c'était le même cas également pour les parents qui découvraient du jour au lendemain que leurs enfants étaient 10. Et avec tout l'environnement lié à cette découverte et toutes les questions qui se sont posées et qui n'ont pas toujours de réponses. Oui, effectivement, il y a des nouvelles, pas maladies, mais il y a des nouvelles situations qui se découvrent petit à petit et que l'on doit prendre en compte, alors que jusqu'à présent, on ne les prenait pas en compte. Et dans nos établissements aussi. Donc, merci infiniment pour ce que vous faites. Merci infiniment pour l'ouverture que vous nous avez donnée à nous qui ne l'avions pas du tout et qui étions dans l'erreur et dans la méconnaissance totale. Donc, bravo et surtout, continuez. Par ailleurs, suite à cette visio, si vous avez au cœur, bien entendu, qu'il y ait un replay, c'est fabuleux. Mais au-delà du replay, j'avais l'intention aussi de faire peut-être partir un petit questionnaire aux personnes qui se sont connectées ou qui avaient exprimé le désir de se connecter, qui pour X raisons sans doute n'ont pas pu le faire,
donc à savoir leur envoyer un petit questionnaire qui devrait nous permettre d'avoir encore une trace écrite de leurs interrogations, mais au-delà de cette trace écrite de leurs interrogations, s'ils le souhaitent, la possibilité d'avoir un retour de votre structure à leur attention également plus précis, voire même d'autres solutions webinaires plus spécifiques sur des problématiques très spécifiques. Voilà. Odile. Serge, excusez-moi, je peux me permettre d'intervenir? Bien sûr. Il reste encore 88 participants. Je tenais à me présenter. Donc, je suis la responsable PACA de l'association. Et vous trouverez sur notre site mon mail si des parents avaient des questions particulières. Bien sûr. Voilà. Donc, je trouve, effectivement, 88, c'est pas mal. C'est même très bien. Ce que je souhaitais, c'était, disons qu'à l'origine, il y avait plus de 350 personnes inscrites. Donc, on n'a pas été en crête 350, mais ce n'est pas grave, encore une fois. L'important, c'est que ça ait eu lieu. Et bien entendu, avec ce questionnaire, on va renvoyer à toutes les personnes qui se sont inscrites les coordonnées complètes, les coordonnées à la fois de l'ASSO, mais les coordonnées locales également, bien sûr, à vous. Et ce courrier, on va le faire, ce n'est pas l'appel à CAD qui va le faire, c'est conjointement qui allons préparer un petit questionnaire en fonction de ce qu'on estime important et de ce qu'on estime devoir communiquer aux uns et aux autres. Voilà. Là, si tu permets, on peut aussi rappeler, je pense, le site qui est une mine d'informations. Si vous voulez noter, c'est phobie-scolaire.org, phobie-scolaire.org, qui permet d'avoir l'ensemble des coordonnées, l'ensemble des informations. Et de là, donc, on peut retrouver les coordonnées, bien sûr, de Sabine Yolo, qui est la correspondante PACA de l'association, qui est présidée donc par Odile Mandagaran et coprésidée par Christelle qui est ici, et retrouver toutes les informations, aussi des données d'Alexandre Poyer qui travaille aussi sur ce thème. Voilà. Donc, phobie-scolaire.org. Et de son livre qui mérite d'être lu. Oui. Absolument. J'aimerais peut-être aussi rajouter qu'il est important, en fin de compte, quand on tombe dans la phobie scolaire, hein, elle nous tombe plutôt dessus, d'arrêter de chercher, en fin de compte, un quelconque coupable, peu importe, on va dire, l'origine, mais d'être plutôt dans une idée de chercher ensemble des solutions. Je pense que c'est ça qui est le plus important. Absolument. Est-ce qu'on peut rappeler le mail de Sabine à voix haute pour les personnes qui veulent rentrer en contact directement ce soir? Sabine, je te laisse faire. Il y a un papa qui m'a demandé. Alors, en minuscule, vous avez de quoi noter là tous. Donc, Sabine, S-A-B-I-N-E, Riolo, R-I-O-2-L-O-T, @aol.com. N'hésitez pas à me contacter et puis je vous fixerai un rendez-vous téléphonique. Merci Sabine. Et sinon, vous retrouvez tout sur notre site. Merci. Madame la Présidente, à vous la clôture. Bravo Alexandre. Monsieur le proche conseiller de Madame la Présidente, à vous la clôture aussi. Eh bien, merci à tous pour votre écoute et puis bon courage et j'espère que ce qu'on aura dit pourra servir à faire relais parce que c'est ça qui compte a priori. Oui, merci vraiment de nous avoir permis d'intervenir sur le sujet de la phobie scolaire. Je crois que c'est vraiment ensemble que l'on va avancer, que l'on va aider les familles. Et parliez tout à l'heure de l'importance du relais des associations de parents d'élèves. Bien évidemment, on est prêt, nous, en tant qu'association, à former ces représentants, à les sensibiliser sur la phobie scolaire, pour que sur le terrain, ils soient encore plus à l'écoute et encore plus proches des parents. Voilà, donc merci à tous, vraiment. Et bon courage. Bien enregistré. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir, merci. Merci. Merci, Bonsoir. au revoir. Bonsoir, merci. Merci Laetitia.